je suis rentré au centre de préformation, j'étais pas le plus grand, j'étais pas le plus costaud, donc fallait faire avec d'autres qualités et c'est ce que j'ai essayé de faire et pour l'instant, comme j'ai dit, ça me réussit. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes prêts, bien installés. Une grande et belle surprise vous attend aujourd'hui pour une grande et belle rencontre. Je viens à peine d'arriver à Madrid. Météo agréable, 12-13 degrés pour votre information. Je franchis actuellement la porte du centre d'entraînement de l'Atlético de Madrid, car dans quelques secondes, rencontre avec un champion du monde. Jouer pour l'équipe de France, c'est une fierté et je pense qu'il faut prendre ça avec beaucoup de recul et beaucoup d'envie parce que je pense que ça n'arrive pas à tout le monde. Alors, vous me suivez ? Milieu de terrain de l'Atlético de Madrid, il a 23 ans, a grandi en Guadeloupe avant d'être formé à Caen. Il se fera ensuite connaître à l'AS Monaco, club avec lequel il remporte le championnat de France en 2017. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours que mon pied gauche. Mon pied droit, il me sert aussi, mais pas autant que mon pied gauche. Mais ouais, quand j'étais petit, c'était pied gauche, pied gauche, pied gauche. Et oui, je vous parle bien sûr de Thomas Lemar. C'est Thibaut Vézirian et vous écoutez Premier Crampon, un podcast présenté par Orange. Ensemble, on va parler football, bien sûr, de notre passion commune pour le ballon rond, de partage, d'émotions, de formation avec une tonne d'anecdotes. Allez, Thomas est là, face à moi, tout sourire, juste avant d'aller voir le kiné pour une séance massage. Alors Thomas, comment ça va ? Ça va très bien et merci d'être venu. Merci à toi de nous recevoir. Alors, on est au centre d'entraînement de l'Atlético de Madrid. Comment s'est passé ce lundi matin ? Tout va bien ? Ouais, très bien, comme un lundi matin. Il fait chaud, l'entraînement, on revoit les coéquipiers, donc ça fait plaisir. J'ai hâte de connaître un peu mieux ton histoire de footballeur, comment tu étais petit par exemple. Et pour nous aider, on est allé à la rencontre de jeunes footballeurs qui nous ont raconté leurs histoires de crampons. Je m'appelle Timéo, j'ai 10 ans et je joue à la catégorie U11. Je sais pas, c'est ma vie le foot. Thomas Lemar, c'était qui ton entraîneur ? Moi, c'était mon père. Alors, c'est vrai ou pas ? Bah ouais, moi je suis comme Timéo, c'est pareil. Moi, mon premier coach, c'était mon père. C'est lui qui m'a fait grandir sur le terrain et en tant qu'homme aussi. Donc c'est de là qu'elle vient cette envie de jouer au football et de prendre du plaisir sur le terrain. Ça vient de mon père qui est fan du football, qui aime le football, qui prend beaucoup de plaisir quand il regarde des matchs. Donc je pense que cette passion m'est venue de lui tout naturellement et c'est de là que tout est parti. T'as un souvenir aujourd'hui à ton âge de ton premier ballon ou premier vase cassé, fenêtre cassée ou un truc ? Il y en avait beaucoup de... Mais petit, vraiment tout petit je parle. Hein. Ouais, tout petit, il y en avait beaucoup de trucs de cassés. Vous pouvez demander à ma mère, franchement, là, il y a eu beaucoup de choses de cassées, mais premier souvenir de maillot de crampon, franchement, j'en ai pas. Non, ou de chez toi, le premier ballon qui t'a... ça remonte à longtemps, franchement, je pourrais pas te dire. Tes premiers ballons, c'était dans un couloir, dans le jardin, c'était où, avec des potes ? C'était dans le jardin, derrière la maison, où j'ai cassé tous les petits nains de maman. Ah ouais. Il y avait quoi dans le jardin ? Il y avait des nains de jardin ? Il y avait des nains de jardin, il fallait pas les viser, mais bon, ça... Quand ça tapait le mur et que ça tapait les nains, c'était pas fait exprès, mais bon, ce sont des souvenirs qui sont bons et qu'il faut garder en tête. Et alors justement, nous on a demandé souvenir de papa, Edwige il se souviendra mieux que moi. Qui a lui eu plein de souvenirs. J'ai discuté 1 heure avec lui et on a récupéré pas mal d'extraits à te faire écouter. Le jour de la finale de la Coupe du Monde, juillet 98, ce petit énergumène vient me voir en me disant, il avait 4 ans, 4 ans et demi. Papa, viens voir, je sais jongler. À la mi-temps, je me décide quand même d'aller voir pourquoi il m'appelle avec autant d'empressement et je le surprends à faire 2-3 petits jongles avec son pied gauche. J'étais un peu surpris parce qu'en fin de compte, il avait un ballon en plastique, les ballons qui partent dans tous les sens. Et lui, il maîtrisait déjà ce petit ballon-là avec beaucoup de dextérité. Donc, c'est vraiment la première impression qui m'a vraiment frappé chez Thomas, c'est celle-ci. Tu te souviens de ça, toi, ou pas du tout ? Pas du tout. Ah ouais ? Franchement, pas du tout. Bon, 4 ans et demi, il a dit. Bah ouais, 4 ans et demi, ça fait longtemps quand même. Comme je t'ai dit, c'est lui qui s'en rappelle mieux que moi. Hein. Donc, moi... 4 ans et demi. Et toi, tu te souviens de parties seul avec ton frère ? T'as un grand frère ? Ouais, j'ai un grand frère, ouais. C'était quelqu'un qui t'a guidé aussi ? Comment ça s'est passé dans ton enfance ?
On va dire que j'étais plus sur le football grâce à mon père. Après, mon frère, il nous a rejoint un peu après, mais c'est sûr que dans mon évolution, ouais, il fait partie de mon évolution. Ouais. Ton père, il te donnait des cours parce qu'on lui a posé quelques questions là-dessus. Il s'occupait de toi spécifiquement à la maison ou en dehors? Ouais, quand j'avais pas mes entraînements à mon club en Guadeloupe, ouais, il m'entraînait, comme je t'ai dit, derrière le jardin à la maison et on travaillait spécifiquement pied gauche, pied droit, jonglerie, tout ce qu'on fait quand on est petit. Et justement, à l'époque, c'était que le pied gauche, c'était pas encore... Ouais, maintenant, t'as les deux, mais... Jusqu'à maintenant, j'ai toujours que mon pied gauche. Mon pied droit, il me sert aussi, mais pas autant que mon pied gauche. Mais ouais, quand j'étais petit, c'était pied gauche, pied gauche, pied gauche. Et mon père, il m'engueulait, ouais, je me rappelle, pour m'entraîner du droit. Alors justement, une question au sujet de ton papa, qui est donc un passionné de football, un personnage clé dans ton histoire, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti en discutant avec lui. C'est lui qui t'a payé ta première licence inscrite au foot, ou c'est toi qui faisais le forcing à la maison pour demander quel était le rôle un peu de papa à la maison? Ah non, moi je pense que, si je me rappelle bien, je pense que c'est lui qui m'a payé ma première licence. Parce que de moi-même, je pense pas que j'aurais demandé à ce qu'il me paye une licence ou que je rentre dans un club, mais je pense que c'est lui, il a sûrement dû voir que j'avais un potentiel pour continuer sur ce sport et jusqu'à maintenant, ça me réussit. Bon, en tout cas, il se rappelle de toi comme il faut, de ces moments après l'école. Après Louis l'école. Lémar. Après l'école, oulala. Qu'est-ce que je faisais après Oui, l'école? Thomas a toujours été un enfant un peu espiègle, turbulent, mais qui écoute. C'était un bon élève quand même. Une fois rentré à la maison, c'était déposer son sac, il courait prendre le ballon. C'était le rituel. Il n'y avait même pas de goûter. Il parlait directement dans le jardin pour aller frapper dans son ballon. Quoi. Tous les voisins ont des souvenirs dantesques de Thomas, parce qu'il y en a cassé des vitres. Il n'a pas parlé des nains de jardin, il m'a parlé des vitres. Ah, les vitres. les vitres des voisins. Les voisins, ouais, je me rappelle ça. Ils ont déménagé très vite? Non, parce qu'on s'entendait très bien. C'est sûr que sur le moment, t'es mal à l'aise quand même. Alors il dit que t'étais un peu espiègle, turbulent. Toi, tu m'aurais dit ça de toi ou pas du tout? S'il aurait pas dit, je l'aurais pas dit. Mais ouais, j'étais assez turbulent. J'étais comme un enfant, quoi. J'aimais jouer et... Pas de goûter, tu rentrais direct? Quand je rentrais, c'était ballon, pas de goûter. Et faut croire que mes leçons, c'était le ballon. Quand on te demandait tout petit à l'école, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tu disais quoi? Ma réponse, plus souvent, c'était plutôt comme papa. C'était pas footballeur ou quoi d'autre. Ouais, plutôt comme c'est-à-dire, papa, pour toi, c'était quoi? C'était... Comme papa, ça a toujours été, on va dire, ça a toujours été mon exemple. Donc, j'ai toujours voulu suivre ce qu'il faisait. Et en l'occurrence, ça, c'était douanier. Donc, je pense que j'aurais voulu faire douanier. On a aussi demandé à ton papa comment ça se passe quand on est un papa double casquette, c'est-à-dire fan de son fils et son coach à plein temps. Alors, on écoute ce qu'il a à te dire. Avec le recul, je pense que j'ai été très très dur avec lui. Plus dur qu'avec les autres, puisque c'était quand même mon fils et que lui n'avait pas le droit de se tromper par rapport aux autres. T'avais pas le droit de te tromper. Ouais. Moi, j'ai connu des coéquipiers jeunes, petits, qui pleuraient à cause des interventions de papa, de certains papas. Toi aussi, ça a été dur? Ça m'est arrivé, ouais. À plusieurs reprises sur des matchs ou des entraînements où il était dur sur moi, mais jusqu'à maintenant, ça m'a servi parce que ça m'a forgé un caractère, on va dire. Et je pense que s'il n'aurait pas fait ça, j'aurais pas été indépendant comme je l'ai été aussi jeune, et ça m'a servi. Ouais. Donc finalement, c'est dur à accepter petit, mais c'est aussi une épreuve qui t'a servi. Ouais, exactement. Parmi tous ces gamins que nous sommes allés voir dans leur club de Roissy-en-Brie, tous te connaissaient bien sûr, Thomas, forcément quand on a 2 étoiles, et on a énormément senti l'admiration, la fierté vis-à-vis d'un champion comme toi. Quand tu étais petit, est-ce que toi aussi tu avais des modèles, des idoles? Petit, non, j'en avais pas trop. C'est plutôt quand je suis arrivé au centre de préformation en Guadeloupe. Après, quand j'ai intégré le centre de formation à Caen, je pense que ouais, c'est plutôt là que sont venus mes idoles comme David Silva, Iniesta, tous ceux qui sont à peu près dans le même profil que moi. Donc
ouais, c'est plutôt là que m'est venu. Tu t'es identifié en fait à ces joueurs. À ces joueurs. Ouais. Bon, c'est des bons choix. T'as cité des bons noms. Tu penses je crois. Je crois que c'est plutôt pas mal. On va passer au premier pas en club. Donc là, ça y est, tu vas mettre les premiers crampons, les premières chaussettes. T'es plus club en Guadeloupe Ouais, non, là, on reste pour l'instant en Guadeloupe. Sous le soleil. Et tu vas nous raconter justement à quel âge t'as commencé en club, où tu jouais, quels souvenirs t'as de tes premiers entraînements. Je sais pas, les odeurs, la pelouse, ces choses-là. Les copains. Ouais, je me rappelle de mes potes parce que j'en ai encore qui sont encore proches de moi. Après, tu jouais où et c'était j'étais à la Solidarité Scolaire, c'est un club de Memao à Jarry, et j'ai commencé à 6 ans je crois, 5 ans, 6 ans, je sais plus. Ouais, ça doit être ça. 5 ans, 6 ans, après... L'ambiance c'était quoi C'était une ambiance de jeunes quoi, c'était juste... C'est peut-être pas la même, je veux dire, c'était pas qu'à comme l'Atlético maintenant. aujourd'hui. Non, pas du tout. C'était plus pour se divertir ou... C'est insouciance totale. Ouais, voilà, plutôt quand tu sors des entraînements, quand tu sors de l'école, tu vas aux entraînements pour t'amuser avec tes copains, et c'est pas comme maintenant où maintenant c'est un métier. Et puis dès très jeune, on s'occupe des petits, mais là-bas, les terrains étaient comment, les vestiaires étaient comment? Raconte-nous, on veut savoir. C'est totalement différent de la métropole. Déjà, il fait chaud, quand t'es jeune, tu joues à 15h, il fait hyper chaud, tu es obligé de t'adapter au climat. Les terrains, faut dire ce qu'il y a, ils sont pas très bons, t'as pas la même organisation qu'en France, donc je pense que tout ça aussi, pour tout footballeur qui sont passés par là, ça nous a servi quand nous sommes rentrés dans des centres de formation, et quand nous sommes rentrés dans des centres de formation, je pense que ça a été plus facile pour nous que pour d'autres. Parce que ça t'a servi mentalement en fait, ouais. t'as des brouillards tout de suite, voilà, etc. Ouais. Donc tu quittes la Guadeloupe et la Solidarité Scolaire de Memao à 14 ans pour le centre de formation de Caen. 14 ans, c'est hyper jeune pour quitter le foyer, et c'est sûr que ça n'a pas dû être évident. Alors voilà ce que ton papa a bien voulu nous dire sur ce moment clé de ta vie. De 2010 à 2011, je suis resté avec lui pendant une année. Sa première année au centre de formation, donc moi j'étais en région parisienne, lui était sur Caen. Mais tous les week-ends on se voyait, et ça lui a permis de s'étoffer, de prendre un petit peu de confiance. Mais voilà, on a appris qu'il pleurait souvent dans sa chambre et qu'il a failli arrêter. Parce qu'il avait 15-16 ans à l'époque, c'est très très difficile. Surtout que vous n'avez aucune attache implantée sur place. Voilà, il nous a raconté ça en se souvenant comme ça après une longue discussion. Non, mais ça, il savait pas ça. Je crois qu'ils l'ont appris dans une dernière interview, je crois que j'avais fait. Il m'a dit, je l'ai appris cet été. Ouais. J'ai appris cet été, en fait, que c'était très difficile. Alors, quel souvenir gardes-tu de tes premiers pas hors famille, hors contexte familial? Je savais que ça allait être dur, mais pas à ce point-là, parce que je savais pas encore comment était le climat en Normandie. J'ai bien découvert ça, par contre. C'est-à-dire c'était changement de climat. Tu passes de 30 degrés à moins 5, moins 6 en décembre. Donc, c'est calvaire. Et c'était compliqué parce que j'avais du mal à m'adapter à ça. J'avais ma famille qui était loin, même si mon père venait tous les week-ends, mais c'est pas pareil. Après, les années suivantes, ça a été de mieux en mieux parce que j'ai pris l'habitude, j'ai pris mon indépendance. J'avais même envie des fois de rester plus seul que de voir mes parents. Donc c'est l'âge qui veut ça aussi, mais je pense que c'est aussi une question d'habitude aussi. Et petit à petit, au final, tu t'es rapproché du soleil. Monaco, Madrid, il y avait quand même c'était quand même prévu là. Ça, c'était dans ma lignée. C'était dans la ligne. Ouais. Là, il y avait une ligne rouge qui était une ligne directrice qui était tracée. Et justement, 14-15 ans, là, c'est arrivé à Caen. Est-ce que tu te souviens de tes premiers coéquipiers? Est-ce qu'il y en a que tu côtoies, connais toujours? Est-ce qu'il y a quelque chose de fort qui s'est noué? Oui, bien sûr. J'ai toujours des liens avec Jordan Leban qui est arrivé en même temps que moi à Caen. Ouais, on est partis en même temps. Après, j'ai eu Lenny Nangis qui est parti 1 an avant moi. J'ai eu Johan Gustarimac, Michael Zami. Tout ça sont des Guadeloupéens qui sont partis avant moi et qui m'ont aidé dans mon intégration. Donc, tout cela, je suis resté en contact avec eux. Juste des relations pro ou c'est devenu plus pour certains des amis? Non, il y en a, c'est devenu des amis. Même eux tous sont devenus des amis. Et est-ce qu'à ce moment-là,
tu es vraiment sur la voie dans ta tête de te dire je veux faire une carrière professionnelle, ou c'est encore un peu un loisir à 14, 15, 16 ans? Ben, la première année, je me suis dit, une fois que je suis parti, c'est pour un but. Mais comme je t'ai dit, la première année a été difficile. Donc, j'étais plus dans l'optique de me projeter sur ma deuxième année, de m'intégrer au groupe, de faire mes preuves. Et après, quand ma deuxième année, j'ai vu que ça se passait tout naturellement, je me suis dit que là, j'ai pas fait 8000 km pour rien. T'as bien fait de persévérer. Il y a des moments où t'as pensé arrêter ou pas du tout? Non, franchement, première année, pas arrêter, mais j'étais vraiment pas bien. Parce qu'il y a plein de jeunes qui nous écoutent, qui sont ados, qui sont dans des centres et qui peuvent avoir vécu ça. Oui, après, je pense que vivre ça. T'es vraiment pas bien, mais après, c'est comme je t'ai dit, ça te forge un caractère et une grosse carapace après. Ça sert pour la vie dans tous les cas. Ouais. Ça, c'est important, l'éducation par le sport, par le foot. On va parler de la santé aussi, parce que ça a pris une part hyper importante, la nutrition, l'hygiène de vie, alors qu'avant on s'en souciait peut-être un tout petit peu moins. D'ailleurs, à ce sujet, on n'a pas pu s'empêcher d'aller poser quelques questions au docteur Oran, le directeur médical de la FFF, qui nous parle des bienfaits du football et qui nous dit pourquoi c'est bien de chausser des crampons et de courir derrière un ballon. Le football est un sport qui est considéré comme complet, qui amène une progression pour le jeune entre le moment où il va découvrir le sport jusqu'à l'âge adulte et va développer toutes ses capacités physiques, psychomotrices, intellectuelles qui vont l'amener à performer. Et puis, on va développer également une gestuelle qui est pas facile à développer quand on ne fait pas de sport. Et est-ce que tu penses que donc, pour être footballeur, tu avais donc ces prédispositions au niveau de la coordination, au niveau d'être un athlète complet qui fait la différence? Et est-ce que tu trouves que ça a permis de te développer physiquement différemment, le football? C'est quelque chose qui t'a apporté ça ou pas? Oui, c'est sûr, ça m'a permis de me développer surtout mentalement, on va dire, parce que t'as dû lutter. Ouais, dès en Guadeloupe. T'étais pas le plus grand. Ouais, voilà. Et même quand j'étais déjà en Guadeloupe, quand je suis rentré au centre de préformation, j'étais pas le plus grand, j'étais pas le plus costaud, donc fallait faire avec d'autres qualités et c'est ce que j'ai essayé de faire et pour l'instant, comme j'ai dit, ça me réussit. Alors justement, Thomas, tu n'étais pas le plus grand, tu n'étais pas le plus costaud et on a donc demandé son avis à ton papa sur tes qualités. À ce qu'il paraît, il te connaît bien. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas de problème avec le ballon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc, le grand avantage de Thomas, c'est que techniquement, il est très, très, très fort. Il savait que le duel, il pouvait le gagner, mais différemment. Ça serait pas dans le corps à corps, c'était pas son truc. Et ça a jamais été son truc. Aujourd'hui, il a toujours été dans l'anticipation. Il a toujours été dans l'anticipation. Donc très vite, tu as compris tes qualités. Ouais, c'est comme je t'ai dit, il fallait que je fasse avec d'autres qualités qui, comme l'a dit mon père, c'était la technique ou éviter tout ce qui était duel ou des choses où je savais où j'allais me faire bouger. Donc il fallait que je fasse ça. Quand tu arrivais face à un mec, un ado même d'une tête de plus, tu te disais quoi? Je jouais mon jeu. Je savais que je pouvais l'éliminer, mais après, j'évitais, comme je t'ai dit, j'évitais les duels. Donc, ça fait partie de mon jeu jusqu'à maintenant. Et ça me servira jusqu'à la fin. Et justement, en parlant de servir jusqu'à la fin, comment tu as appris à devenir le grand professionnel que tu es, maintenant champion du monde? C'est-à-dire gérer tes efforts, la récupération, l'hygiène de vie. Est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'il y a des cours pour ça? Ou c'est l'intelligence de la personne qui fait aussi... Non, je pense c'est parce que aussi j'ai été très bien éduqué par mes parents. Ils nous ont inculqué des valeurs à moi et à mon frère qu'on doit garder le plus longtemps possible pour essayer d'aller le plus loin possible. Donc je pense que c'est dû à ça que je suis un bosseur et que je prends du plaisir sur le terrain. On a dit que tu étais sage, appliqué, bosseur, mais est-ce que tu as eu rapidement une grande confiance en toi ou c'est en étant sélectionné dans les équipes jeunes tricolores, notamment l'équipe de France, que ça a eu un impact sur ton évolution ou dès le départ tu étais déterminé et confiant? Ah non, j'ai toujours eu confiance en moi, même si je le montre pas, mais je sais de quoi je suis capable à l'intérieur de moi et
j'essaie de le démontrer aux entraînements, en match, et c'est ce qui fait, je pense, la force d'un footballeur. Il y a un truc qui ne s'apprend pas, Thomas, c'est à gérer le stress, ce mental-là, arriver dans un stade plein qui hurle. Parfois, on peut, en tant qu'être humain, être déstabilisé. Est-ce que toi, tu as des conseils à donner aux jeunes, aux footballeurs qui nous écoutent pour apprendre à gérer le stress ? Est-ce que ça se gère ou est-ce que finalement, il faut faire avec ? Ça dépend des personnalités. Il y a des joueurs qui stressent jamais, il y a des joueurs qui stressent et je pense que ça peut leur faire du bien. Il y a un stress positif comme ça peut être un stress négatif. Donc, je pense que j'ai pas trop de conseils à donner là-dessus. Je pense que ça dépend plus des personnalités. Toi, tu le vis comment ? Tu l'as vécu négativement ou ça a été toujours une force ? Moi, j'ai pas trop de stress en moi. Je suis plutôt un mec à la cool. Là, tu viens de faire un Atlético Barcelone. Ouais, c'est que du plaisir. Ouais, comme j'ai dit, moi, le football, ça reste un plaisir pour moi. Après, c'est un sport qui est très, très important et qui reste très compétitif. On a toujours envie de gagner les matchs, mais pour moi, le football, ça reste toujours un plaisir pour moi. Un esprit sain dans un corps sain, on a donc demandé au docteur Oran sa définition de la bonne condition physique. Et voilà ce qu'il nous répond. La bonne condition physique, c'est à partir du moment où on est au top de sa forme et que l'on ne se blesse pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se blesse, c'est qu'on a été trop loin. Est-ce que toi, tu t'es déjà senti aller trop loin ? Est-ce qu'il y a ces limites qui sont apparues ou à chaque fois, tu as su gérer ton corps ? Les blessures, on va dire, ça prévient pas, on va dire. Donc, les limites... peut-être qu'on les ressent, mais en tant que compétiteur, on a toujours envie de jouer tous les matchs et d'être performant. Donc, je pense qu'on est sur le terrain, on calcule pas trop. Donc, c'est inconscient, en fait. Tu vas au bout de... Tu vas au bout de tes limites et après, tu vois ce qui se passe. Un match, ça se gère aussi ou de toute façon, tu donnes tout et puis on te sort quand t'es cramé ? Non, je pense qu'il y a des temps forts et des temps faibles. Il faut savoir... gérer les bonnes périodes et ouais, ça se gère. Tu viens de parler de temps fort, Thomas. À ce sujet, le petit Yanis du club de Roissy-en-Brie a une question que tout le monde se pose. Yanis. Dis-moi tout, Yanis. C'était une joie. C'était comme si... Pour moi, c'était comme si j'étais champion du monde. C'est comme si moi, j'étais dans leur équipe. On est tous contents, c'est normal. Thomas Lemar. Qu'est-ce que ça fait de jouer en équipe de France et d'être champion du monde ? Petite voix trop mignonne. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être champion du monde, de jouer en équipe de France ? Tout d'abord, Yanis, il a totalement raison de se sentir champion du monde comme nous, parce que il est français comme nous, donc pour nous, c'était une chose très importante déjà d'aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde, et de là la gagner, c'est quelque chose de grand déjà pour nous et pour toute la France. Donc pour tout ça, jouer pour l'équipe de France, c'est une fierté et je pense qu'il faut prendre ça avec beaucoup de recul et beaucoup d'envie, parce que je pense que ça n'arrive pas à tout le monde. Est-ce que, comme moi, là, rien que d'y penser, j'ai quelques frissons. Lui aussi, apparemment, il se sent champion du monde. Toi aussi, c'est un truc là qui te revient régulièrement aujourd'hui, le soir, j'en sais rien. Faut dire que sur le moment, je pense que tous les joueurs qui ont été champions du monde, je pense que sur le moment, on n'a pas trop réalisé sur le moment, mais c'est sûr, au fur et à mesure... en allant en allant faire les courses ou en allant au restaurant, on se voit que notre notoriété a bien changé, et c'est de là qu'on voit que on est vraiment champion du monde. Thomas, il est l'heure de te proposer maintenant un petit jeu, un portrait chinois pour terminer, du tac au tac, hyper rapide. Allez, on fonce. Alors, si tu étais une joueuse de football. Une joueuse de football, Wendy Renard. Si tu étais un acteur. Comment il s'appelle encore lui, le costaud dans Fast and Furious. The Rock. Non. L'autre. Crâne propre. Jason Statham. Non, c'est pas lui. C'est Vin Diesel. Vin Diesel. Voilà. Crâne propre. Si tu étais un humoriste.
Metila. Si tu étais un repas, Colombo. si tu étais un chiffre, 8. une couleur, Vert. un but idéal, But idéal, j'en frappe. ton préféré, le but que tu voudrais mettre. ZZ. Zizou 98 la tête. Un autre sport que le football. Basket. Si tu étais un animal, Lyon. si tu étais une chanson, Brasco 8000 km. et si un génie pouvait exaucer 3 vœux, ce seraient lesquels? Garder ma famille à vie. Gagner le plus de titres possible et la santé pour tous. Magnifique. Thomas, on a quelque chose d'important à te transmettre, quelque chose qui ne t'a jamais été dite. C'est un message spécial de ton papa. Et donc, il a une question auquel tu vas répondre et qui va te toucher, j'en suis sûr. Des choses des fois qu'on n'a pas le temps de dire à son fils parce que on veut pas le bousculer, mais Thomas, moi tout ce que je peux te dire, c'est qu'on est ta maman, ton frère et moi, on est déjà très très fiers de toi, de ta progression qui n'est pas finie à mon sens. Tu as encore des choses à montrer, à prouver. Mais moi, je voudrais simplement te poser une petite question qui serait qu'est-ce que tu penses et où tu veux aller? Tout d'abord, ouais, je savais qu'ils étaient fiers de moi, même s'ils me le disent pas. Mais ça se ressent quand t'es en famille et je les remercie à lui, à ma mère, à mon frère pour ces petites paroles. Après, où je vais aller, comme tout le monde, le plus haut possible, continuer sur ma lancée et gagner le plus de titres possible. Belle réponse. Merci Thomas. C'était Premier Crampon, un podcast Orange.